Bonjour à tous. Dans cet exposé, nous allons parler de la grève des plantations de canne à sucre en février 1900 en Martinique. En février 1900, une grève d'ouvriers agricoles de la canne à sucre est déclenchée. Les grévistes demandaient une augmentation de salaire et une diminution de la tâche. La rébellion des ouvriers de la canne à sucre fut réprimée dans le sang. Dans la ville du François, dans le sud de la Martinique, 17 ouvriers agricoles furent tués par les forces de l'ordre colonial. C'est la tuerie du François de février 1900. La Martinique est une île des Petites Antilles, à 7000 km de la France métropolitaine. Elle a été colonisée par la France depuis les années 1640, à l'aube de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage en Martinique a eu lieu le 22 mai 1848, sous la pression de la révolte des esclaves. À cette époque, la Martinique était une colonie de la Seconde République française. Contrairement à la Guadeloupe, la Martinique n'avait pas connu la première abolition, décrétée par la Convention républicaine en février 1794. Les troupes britanniques avaient pris le contrôle de la Martinique et l'esclavage restait la règle, à la grande satisfaction des esclavagistes blancs. Comme tout le reste de la région, l'île fut disputée entre la France et l'Angleterre, jusqu'en février 1814, mais à cette date, Napoléon qui reprend le contrôle de la Martinique y maintient l'esclavage, qui donc ensuite survivra à l'Empire jusqu'en 1848. Entre 1860 et 1882, donc après l'abolition, 19 usines sucrières ont été construites. Sur les 33 000 hectares cultivés en 1880, la canne à sucre en occupe 18 000 et donne 80% de la production agricole totale. Le domaine sucrier est partagé entre des plantations qui produisent la canne, des usines de traitement de celle-ci produisant du sucre roux et de la mélasse, et la distillerie qui produisent du rhum. Les anciens maîtres d'esclaves, devenus des patrons capitalistes, font venir des Indiens, hindous de l'Inde, qu'on appelle coulis, des Chinois et des Noirs d'Afrique pour renflouer leur main-d'œuvre. Beaucoup d'Africains venaient d'Angola, du Congo, mais aussi d'autres pays. Ils sont tous appelés Congo. En 1900, vivaient 70 000 Indiens, Congo et Chinois en Martinique. Tous ces émigrés étaient juridiquement libres, mais les conditions de voyage et ensuite de vie sur les habitations n'étaient pas si éloignées de celles de l'esclavage. En 1900, la Martinique compte environ 190 000 habitants, dont 9 500 blancs pour 1130 km². En 1900, la société post-esclavagiste était hiérarchisée selon le même modèle racial de l'esclavage. Les descendants des maîtres d'esclaves sont devenus des patrons capitalistes possédant les domaines sucriers. On les appelle les béquets. Ces derniers refusent qu'il y ait des noirs dans leur cercle familial ou autre. Les descendants d'esclaves, d'affranchis et de déportés indiens ou africains d'après l'esclavage travaillent essentiellement dans les plantations des béquets. Ces plantations sont aussi appelées habitations, comme au temps de l'esclavage. Les mulâtres, les personnes nées d'un parent blanc et d'un parent noir, occupent des postes de fonctionnaires, de commerçants ou encore de professionnels libéraux. Donc, aux Antilles, la bourgeoisie est blanche, la petite bourgeoisie mulâtre et la classe ouvrière et pauvre est noire. Cette classification est encore valable aujourd'hui à 95%. En 1880, les 200 habitations sucrières et les 16 usines sont largement financées par le Crédit foncier colonial. Ces moyens de production rapportent gros aux propriétaires béquets avec des dividendes moyens de 40% l'an.
À l'année, c'est environ 42 000 tonnes de sucre qui partent vers la France et les États-Unis. Sur les plantations de canne à sucre, le travail est à la tâche. La tâche est la somme de travail demandée à chaque ouvrier journellement pour le nombre d'heures qu'il est accoutumé à accomplir. Dans les années 1850, une tâche représentait 300 pieds de canne sarclée ou coupée. Elle correspondait à 4 ou 5 heures de travail. Prenons la fin des années 1870. Un travailleur percevait 2 francs pour une tâche. Les ouvriers indiens, eux, travaillaient souvent sous contrat. Le contrat d'engagement est apposé avant même l'immigration. En échange de leur force de travail, le béquet leur verse de la nourriture et un salaire beaucoup plus bas que les autres. Ce salaire est fixé par décret. Le salaire plus la ration équivalait seulement à 80 centimes de francs. Dans les plantations, il y avait différents postes. Les coupeurs coupent la canne à sucre avec leur coutelas. Les amarreurs, souvent des amarreuses, attachaient les cannes à sucre ensemble. Il était également fréquent qu'un couple marié travaille sur la plantation. Le mari était coupeur et l'épouse était amarreuse. Les conditions de travail étaient pénibles pour tous, dignes de l'époque de l'esclavage, terminée seulement depuis une quarantaine d'années. Tout comme les esclaves, certains travailleurs avaient une espérance de vie qui ne dépassait 30 ans. À la fin du XIXe siècle, l'entrée du sucre de betterave dans le marché mondial a provoqué une baisse significative de la vente du sucre de canne provenant des Antilles. La production du sucre de betterave était plus industrialisée et moins chère. Les familles béquets les plus riches ont racheté à bon prix les domaines de propriétaires sur la paille. Elles ont survécu à cette crise et en ont profité pour agrandir leurs biens. Pendant cette période de crise sucrière, les propriétaires des grands domaines ont voulu baisser les salaires. Une tâche était maintenant payée 1 franc contre 2 en 1850. Et tandis que les salaires baissent, les exigences patronales augmentent. Il faut couper de 700 à 900 pieds de canne pour avoir le salaire complet d'une tâche, contre seulement 300 en 1850. Accomplir cette tâche complète en une journée était devenu difficile. La tâche d'une journée pouvait occuper 2 ou 3 jours de travail pour les plus faibles des ouvriers, ce qui bien sûr réduisait d'autant le salaire mensuel. De plus, les patrons usaient de stratagèmes pour verser le moins d'argent possible aux travailleurs. Quand on estimait que la tâche d'un ouvrier n'était pas correctement réalisée, la journée correspondante était marquée d'un point, un piquant. Ce piquant pouvait signifier la suppression de tout le salaire journalier. L'usage du caïdon était aussi régulier. C'est une avance sur salaire, sous forme d'un bon en métal, donné par le patron à l'ouvrier, pour acheter des articles disponibles dans la boutique du patron qui avait ainsi des clients captifs. À ces pratiques s'ajoutait que les prix des denrées alimentaires ne cessaient d'augmenter. En conséquence, le niveau de vie de la classe ouvrière se dégradait. En 1892, le régime douanier change dans les colonies. Les importations de produits étrangers qui étaient taxés sous contrôle des conseils généraux depuis 1866 sont maintenant soumises au même droit qu'en métropole. Les commerçants français disposent à nouveau du monopole de l'approvisionnement des colonies, y compris en produits étrangers, par exemple de la viande ou le poisson salé en provenance des États-Unis. Cette loi d'assimilation est une loi protectionniste destinée à favoriser les produits agricoles et industriels français contre toute concurrence. Elle a une conséquence désastreuse pour les travailleurs. Le commerce chute entre la Martinique et les pays étrangers, le coût de la vie augmente et les produits venus de France sont très chers. Par exemple, les exportateurs de morue de Bordeaux font passer celle-ci de 40 centimes la livre en 1880 à 80 centimes en 1900, l'équivalent d'une journée de travail d'un ouvrier. Pour compenser la baisse du prix du sucre
et rétablir l'équilibre entre importation et exportation, la loi de 1892 instaure le change entre les francs émis par les banques des Antilles et ceux émis par la Banque de France. Il y a une dévaluation du franc martiniquais. 1000 francs de la métropole seront payés 1150 francs en Martinique. Ce change profite aux usiniers du sucre, mais pénalise la classe ouvrière car les prix des marchandises importées de France augmentent. En 1890, après la crise sucrière, la vente du sucre de canne redémarre. Mais bien sûr, les salaires n'augmentent pas. En 1898, des petits bourgeois mulâtres incitent encore les travailleurs à voter pour eux aux élections législatives. Nous réclamerons un salaire de 2 francs à la Chambre des députés, disait-il. Les 2 élus pour la Martinique sont les 2 candidats du Parti nouveau. Le métropolitain Denis Guibert, journaliste parisien, et Haussmann Duquesne, ancien maire de Fort-de-France. Or, aucun relèvement de salaire ne se produit. Face à ces promesses non tenues, il monte un certain mécontentement de la part de la population envers les personnalités politiques. La nouvelle se répand au sein des travailleurs que les béquets se gavent de profit. Les actionnaires de l'usine de Petit-Bourg touchent 8% en 1897, 18,55% l'année suivante et 23,83% en 1899. Mais les salaires ne bougent toujours pas. Dans quelques habitations de l'île, des petites grèves éclatent. Les ouvriers refusaient de travailler sans augmentation de salaire. Craintifs d'une révolte générale, des patrons s'empressent d'accepter une augmentation. Les 7 et 8 janvier 1900, des propriétaires du Lorrain, dans le nord-est de l'île, augmentent les salaires de 25%. La tâche passe d'1 franc à 1 franc 25. Le 5 février, des ouvriers des habitations de Sainte-Marie se mettent en grève. C'est une grève marchande, une tradition du mouvement ouvrier antillais qui consiste à arrêter le travail et à passer de plantation en plantation pour inciter les autres ouvriers à rejoindre la grève. Le matin, dans le champ de canne de la plantation Saint-Jacques à Sainte-Marie, au nord-est de l'île, un groupe d'ouvriers se présente. Ils ne travaillent pas dans cette plantation, mais sont venus inciter à entrer en grève avec eux. Les ouvriers de Saint-Jacques annoncèrent au patron qu'ils ne reprendraient le travail que quand ils seraient payés 2 francs et avec une diminution de la tâche. Les travailleurs de Saint-Jacques repartirent avec les ouvriers qui les avaient appelés à la grève. Tous se dirigèrent vers une autre plantation. La grève marchande de février 1900 venait de commencer. À midi, ils étaient 400 grévistes de Sainte-Marie à se diriger vers une usine du Marigot, au nord-est de l'île. Le maire du Marigot alerte la ville de Fort-de-France en disant que, je cite, « La révolution est complète, ce n'est plus une grève, c'est une révolte. Les forces de l'ordre sont mobilisées autour de l'usine. Vers 15 heures, 2 ouvriers sont blessés au sabre. On tente de disperser la foule. Les ouvriers refusent de dénoncer les meneurs, mais les patrons font arrêter 12 travailleurs. Le 6 février, la grève s'étend du Marigot jusqu'à Trinité en longeant la côte atlantique. Puis, elle gagne les usines du Lamentin au centre de la Martinique. Certains convois d'ouvriers comptaient plus de 200 grévistes. Ils sont armés de leur outil de travail, le coutelas. Certains maires et patrons, craignant la révolte ouvrière, réclament des positionnements des forces de l'ordre. L'appareil répressif se prépare. Sont postés à Fort-de-France 3000 soldats et 100 hommes d'infanterie marine à Trinité. Le mardi 7 février, la bande des Mondeses, formée de près de 400 grévistes, passe de quartier en quartier dans la ville de Sainte-Marie et font paniquer les notables. À l'habitation Soudan, au Lamentin, une altercation verbale éclate entre les grévistes et le géreur de la plantation sur l'augmentation de salaire à 2 francs. Les gendarmes arrêtent 6 grévistes et le gouverneur envoie tout un groupe de l'infanterie marine. Au Robert, entre 400 et 500 grévistes font arrêter le travail d'une usine gardée par 3 gendarmes.
Le 7 février au soir, deux troupes armées s'empressèrent d'arriver, l'une à une usine du Robert, l'autre à une usine du François. Le 8 février, la grève s'étend dans le nord-est à Basse-Pointe et Macouba. À l'usine Gradis, dans la ville de Basse-Pointe, des ouvriers réclamaient cette fois-ci 7 francs au lieu de 2 francs. Des grévistes se dirigent vers l'usine du François au sud de l'île. Dans l'après-midi, 50 grévistes se rapprochèrent de l'usine du François. Les forces de l'ordre étaient alignées avec 16 hommes, fusil en joue. L'un des grévistes en avant du groupe agitait son coutelas en criant « C'est 2 francs nous les, c'est 2 francs nous commander. Nous voulons 2 francs, nous réclamons 2 francs. » C'est ce gréviste qui a été abattu en premier d'après le témoignage visuel de M. Ouka, ouvrier au François, recueilli en 1950 par l'historien Gémovois. Je cite, « Il avançait sans peur, suivi des autres grévistes. Le lieutenant donna l'ordre à ses hommes de reculer. En arrière, 3, 6, 9. Au mot 9, il tira un coup de revolver dans le ventre du Congo. On vit sortir les boyaux de l'homme. Aussitôt les fusils tirèrent, je voyais tomber les grévistes. » Le maire du François, Omer Clément, avait essayé de dissuader les ouvriers d'entrer. « Pas entrer, Yokechouezot !» En français, « N'entrez pas, ils vont vous tuer !» Selon ses dires, il aurait convaincu les grévistes de reculer, et c'est alors qu'un premier coup de feu est parti du côté des forces de l'ordre, suivi de toute une salve. Les grévistes tombèrent, un à un, sous les tirs des forces coloniales. Au total, on dénombra 17 ouvriers tués par un véritable peloton d'exécution coloniale. Les témoignages concordent pour dire que les forces de l'ordre ont tiré sans aucune raison apparente. Le témoignage d'Omer Clément nous montre une répression gratuite. Je cite, « Le recul était presque général et je me félicitais déjà du résultat obtenu par nous. Quand j'entendis un coup de feu suivi immédiatement d'une salve de mousqueterie, je vis tout autour de moi tomber des hommes. Me retournant vivement et brandissant dans l'air mon parasol, je criai « Arrêtez, arrêtez, ne tirez pas, ils s'en vont !» La fusillade continua. Pas un coup de feu n'était parti de la foule et les soldats étaient à la même place qu'ils occupaient lorsque je suis arrivé sur les lieux. Le massacre ne découragea pas les ouvriers. Les patrons changèrent de discours après une menace d'extension de la grève vers le sud de la Martinique. Le 12 février, Jean Ayotte, riche béquet, accepta de verser 1,25 franc pour la tâche. De grandes négociations vont avoir lieu dans le nord et dans le sud de la Martinique. Dans le nord, les négociations ont lieu les 10 et 13 février. À l'issue de ces négociations, de nouvelles conditions de travail sont mises en place. Pour les travaux autres que la coupe et l'amarrage de la canne, les travailleurs obtiennent 25% de hausse. Pour la coupe et l'amarrage, le salaire est fixé à 2,50 francs pour le couple, soit 1,25 franc pour le mari coupeur et 1,25 franc pour la femme amareuse. Cette augmentation de salaire concerne les ouvriers de Sainte-Marie et du Marigot. Dans le sud de l'île, un autre accord est signé à Rivière-Salée. Les négociations commencent le 14 février avec le béquet Jean Ayotte, propriétaire des habitations de Rivière-Salée, et 10 délégués des travailleurs des champs et de l'usine. Près de 2000 grévistes entouraient les négociateurs. Les Ayotte jouent les alarmistes en se réfugiant sur un navire italien en rade de Fort-de-France. Les négociations aboutissent finalement le 15 février. Les ouvriers gagnent une augmentation de salaire de 50% et une diminution de la tâche. Le salaire passe d'1 franc à 1,50 franc. Le système de caïdon est supprimé. L'accord signé mentionne qu'il n'y aura pas de renvoi pour fait de grève. À Rivière-Salée, les patrons se vengent de la grève. Réduction des travaux et diminution d'un tiers du personnel. Parmi les ouvriers privés de travail, 2 sont des signataires de l'accord de Rivière-Salée. La grève de février 1900 est un exemple édifiant du véritable climat colonial qui régnait aux Antilles. La tuerie du François a été ordonnée par les patrons béquets, racistes et méprisants. Ce massacre est une action répressive de l'État colonial au service des capitalistes béquets, prêts à tuer
et faire tuer pour arrêter une grève. La tuerie du François n'a pas été la dernière en Martinique, d'autres ont suivi. La dernière en date fut celle de février 1974 à l'habitation Chalvet. Dans la commune de Basse-Pointe, l'État colonial français réprimait une grève d'ouvriers agricoles, faisant 2 morts et des blessés. Depuis, on ne fait plus tirer sur des grévistes, du moins jusqu'à aujourd'hui. Mais les riches sont toujours généralement blancs et les noirs, généralement pauvres, forment toujours la majorité de la population. Le racisme est encore ancré dans la société antillaise. Le système capitaliste, qui se sert du racisme et le maintient en vie, maintient sous le joug la classe ouvrière martiniquaise. C'est un système qui profite surtout aux capitalistes béquets et aux multinationales. Il est urgent que les travailleurs de Martinique, mais aussi de Guadeloupe et du monde entier, prennent conscience de leur force collective. Eux seuls sont capables de renverser le système capitaliste afin de bâtir une société meilleure. Pour conclure, je retourne en arrière pour signaler une anecdote. Aux obsèques de Paul Lafargue, gendre de Karl Marx et l'un des introducteurs du marxisme en France, en décembre 1911, Juvénal Linval, un des fondateurs du groupe Jean Jaurès qui fut à l'origine du Parti communiste martiniquais, rencontra Lénine. Celui-ci lui dit « Vous êtes de la Martinique, le pays des vaillants ouvriers du François ?» Cet internationalisme est une tradition du mouvement ouvrier. Il est au cœur de nos convictions. C'est en son nom que nous voulons maintenir le souvenir des grévistes abattus du François, comme nous souhaitons honorer toutes les luttes ouvrières du passé. La matin, au moins descendre en ville. Avant monter, prendre mon domi, la grève là, barrer si même moins sortir la matin, au moins descendre en ville. Avant monter, prendre mon domi, la grève là, barrer si même moins. Ouais, monsieur Michel, parlez by des points. Michel, parlez by des points. Yo, brûlé quand béqué, yo, senti l'invitation, yo. Malgré tout ça, yo, fait à monsieur Michel, parlez by des points. Yo, brûlé quand béqué, yo, senti l'invitation, yo. Malgré tout ça, yo, fait à monsieur Michel, parlez by des points. Monsieur Michel, parlez by des points. Maman, la grève barre-moi. Maman, la grève barre-moi. Maman, la grève barre-moi. Monsieur Michel, parlez by des points. Maman, la grève barre-moi. Maman, la grève barre-moi. Maman, la grève barre-moi. Monsieur Michel, parlez by des points. Monsieur Michel, parlez by des points.